Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, Henri Konan Bédié, candidat à l'investiture du PDCI pour l'élection présidentielle d'octobre prochain. L'ancien président ivoirien a officialisé ses ambitions ce samedi. Plus de 20 ans après avoir été renversé par un coup d'État militaire, le Sphinx de Daoukro brigue à nouveau la magistrature suprême. Vital Kamerhe, l'ancien directeur de cabinet du président congolais Félix Tshisekedi, condamné à 20 ans de travaux forcés, une inculpation pour détournement et corruption aggravée. C'est la première fois dans le pays qu'une personnalité politique de cette envergure écope d'une peine aussi lourde. Et nous mettrons le cap sur la Zambie qui, comme 14 autres pays d'Afrique subsaharienne, a réceptionné un don d'équipements médicaux de la part du Maroc. Une donation qui entre dans la vision marocaine d'offrir une réponse commune à la pandémie de Covid-19. Mais tout d'abord, les solutions de sortie de crise émises par la CEDEAO, rejetées par le M5 RFP au Mali. Le mouvement du 5 juin s'oppose à toute forme de gouvernement, pas même d'union nationale, comme préconisé par la mission d'apaisement de l'instance ouest-africaine. La mission qui a pourtant rencontré les contestataires à l'issue d'une nouvelle journée de manifestation le 19 juin. Le M5 RFP persiste et signe, mené par l'imam Mahmoud Dicko. La coalition hétéroclite ne souhaite que la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié entend renouer avec le pouvoir. Il a annoncé ce samedi sa candidature à l'investiture du Parti démocratique de Côte d'Ivoire pour la présidentielle d'octobre. Une investiture sans concurrence qui se fera d'ici le 25 juillet. Jean-Louis Billon, un temps pressenti comme le candidat de la principale formation d'opposition, a finalement annoncé son retrait. Zahra Mohamed Moutou et Siamlo Victoria Sedji. 20 ans après avoir été renversé, Henri Konan Bédié vise de nouveau la magistrature suprême. Il a annoncé officiellement sa candidature à l'investiture de son parti, le PDCI, en vue de l'élection présidentielle prévue le 31 octobre 2020. L'ancien président ivoirien, âgé de 86 ans, a fini par lever le voile sur ses intentions ce samedi 20 juin à Abidjan devant les cadres du Parti démocratique de Côte d'Ivoire qui y font bloc autour de celui qui a dirigé le pays entre 1993 et 1999. Le parti est souverain, il a choisi librement dans le respect des règles démocratiques. Les candidatures paraissaient ouvertes, même si les conditions n'étaient pas à portée de tout le monde, notamment 10 ans de présence au bureau politique. Ils auraient pu démocratiser davantage parce qu'on peut être militant peut-être d'un parti sans être membre dans les instances. On peut avoir la carte de militant de base. Le Sphinx de Daoukro vise une victoire totale lors des conventions d'investiture qui se tiendront à partir du 25 juillet. Pour les observateurs de la vie politique ivoirienne, son investiture est une formalité, surtout depuis que Jean-Louis Billon, longtemps perçu comme l'un des candidats éventuels, a annoncé son retrait. Je pense que a priori le président Henri Konan Bédié a les mêmes chances, mais en même temps les mêmes handicaps et les mêmes faiblesses en 2020 qu'en 2010. On attend de savoir quelle sera la situation définitive du président Laurent Gbagbo. C'est ça qui va déterminer la position du FPI. Henri Konan Bédié, qui se dit prêt à faire don de sa personne, pourrait notamment affronter Amadou Gon Coulibaly, candidat du parti au pouvoir et actuel Premier ministre. En face se trouve également Guillaume Soro, ancien allié du chef de l'État, Alassane Ouattara. Dans l'actualité également, l'Égypte n'écarte pas l'idée d'intervenir directement en Libye. Si le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ne l'a pas encore explicité, il a tout de même prévenu que si les forces du gouvernement national poursuivaient leur avancée vers la ville de Sirte, une intervention directe du Caire pourrait être envisagée. Un scénario qui propulserait de facto l'Égypte en deuxième pays étranger à intervenir en Libye, après la Turquie qui soutient officiellement le gouvernement d'union nationale. Rappelons que l'Égypte ne cache pas son soutien aux forces du maréchal Khalifa Haftar. Épilogue d'un procès historique en République démocratique du Congo. Le tribunal de grande instance de Kinshasa a tranché ce samedi à propos de Vital Kamerhe. L'ancien directeur de cabinet du président a été condamné à 20 ans de travaux forcés pour détournement de fonds et corruption aggravée. Reportage de notre correspondant à Kinshasa, Jacques Amboka.
Après 5 audiences consacrées au plaidoyer, le verdict du procès dit de 100 jours a été rendu ce samedi 20 juin 2020. C'était dans une audience publique au tribunal de grande instance de Gombe, siégeant en chambre foraine au centre pénitentiaire de Makala. Vital Kamerhe et ses 2 co-accusés sont reconnus coupables et condamnés. Le directeur de cabinet du chef de l'État écope de 20 ans de travaux forcés et 10 ans d'inéligibilité. Dit en revanche que les autres infractions commises par les prévenus Sami Jamal et Kamerhe Lokaningini Vital le sont en concours matériel, partant, cumulent les peines et prononcent à leur encontre la peine de 20 ans de travaux forcés chacun, ainsi que les peines accessoires ci-après. L'interdiction pour 10 ans après l'exécution de la peine du droit de vote et du droit d'éligibilité en ce qui concerne le prévenu Kamerhe Lokaningini Vital sont publiques et paraétatiques, quel qu'en soit l'échelon à charge du même prévenu. Les juges a par ailleurs instruit la saisie des biens immobiliers de Vital Kamerhe et son épouse et la confiscation des fonds contenus dans leur compte bancaire. Voir le directeur de cabinet du président de la République écopé d'une si lourde condamnation, cela démontre que le procès a été pédagogique selon certains observateurs. Mais c'était un procès pédagogique. Je crois que le Congo a besoin d'une justice qui fonde cette nation. Face à la justice, face à la loi, visiblement, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. C'est-à-dire, lorsque un Vital Kamerhe, du haut de son piédestal, est passé devant les juges, vous êtes qui pour ne pas souscrire à une requête des magistrats? Considéré comme l'un des meilleurs présidents de l'histoire de la Chambre basse de la RDC, Vital Kamerhe est le cofondateur avec le chef de l'État de la coalition victorieuse de la présidentielle de 2018, le Cap pour le changement. À 61 ans, c'est l'avenir d'une brillante carrière du président de l'Union pour la nation congolaise qui sombre. Au Tchad, un consensus des partis politiques a finalement été trouvé sur le report des élections législatives. Un consensus justifié par la pandémie de Covid-19, la pandémie qui a notamment torpillé le calendrier électoral. Mais ce n'est pas tout. L'impossibilité d'organiser le scrutin est également due à la saison pluvieuse qui rend certaines localités inaccessibles. Le reportage de Mamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Nelly Claude Messa. Au Tchad, le report des élections législatives à cause de la pandémie de Covid-19 fait enfin l'unanimité. Bien que contesté au début par certains partis politiques de l'opposition qui dénoncent un énième report sans raison valable, des concertations abouties à un consensus ce samedi 20 juin 2020. Cependant, aucune nouvelle date n'a été fixée par la Commission électorale nationale indépendante pour le déroulement du chronogramme électoral. Donc les circonstances, l'environnement a changé. Il faut se dire que les réunions ne peuvent pas avoir lieu. Ce que la CENI a prévu, beaucoup de choses ne peuvent pas se faire, malgré que la CENI travaille activement. Donc, quand on fait de la politique, ce sont les réalités du terrain qui s'imposent. Cette réalité, c'est que la date du 13 décembre ne peut pas être maintenue. Selon la Commission électorale nationale indépendante, l'épidémie de coronavirus a retardé le processus de recensement des électeurs et il est techniquement impossible de réactualiser le fichier électoral en saison de pluie. Certaines localités du pays sont inaccessibles en saison pluvieuse. Un avis partagé par les partis politiques. Avec un peu de recul et d'analyse et d'objectivité, il ressort qu'il y a des contraintes. Il est bien établi qu'à l'impossible, nul n'est tenu. Nous avons cheminé, nous avons discuté. Chacun s'est armé de la volonté d'affronter ces échéances-là. Malheureusement, la pandémie mondiale, qui est celle de la Covid-19, est donc venue donner raison à ceux qui ne veulent pas avancer. Pour rappel, l'actuelle Assemblée nationale, très largement dominée par la majorité au pouvoir, avait été élue en 2011 pour 4 ans. Depuis 2015, ces élections ont été reportées à 5 reprises pour des raisons diverses. La Zambie, autre pays bénéficiaire de l'aide médicale marocaine en Afrique australe. Une aide composée de médicaments, produits et équipements nécessaires à la lutte contre la pandémie de coronavirus. La remise des lots a eu lieu le 18 juin à Lusaka, où les autorités chérifiennes ont été accueillies par le ministre des Affaires étrangères, Joseph Malangi. Corinne Kamsefem.
Coopération gagnant-gagnant entre le Maroc et la République de Zambie. Ce pays d'Afrique australe vient de réceptionner un important lot de matériel médical fourni par le Royaume du Maroc. Les équipements sont prioritairement destinés au personnel médical placé en première ligne de la lutte contre le coronavirus. La cérémonie de réception de cette aide s'est déroulée en présence du ministre zambien des Affaires étrangères, Joseph Malangi. C'est une opportunité pour la coopération entre les pays qui souhaitent partager l'expertise, l'innovation technologique et leur savoir afin d'éradiquer les impacts négatifs du Covid-19. C'est à travers un effort conjoint et la solidarité que nous pouvons mettre fin à cette crise sanitaire sur le plan global. Pour le Maroc, la meilleure réponse à la crise sanitaire du coronavirus réside dans la mise en commun des efforts, une solidarité agissante que le roi Mohamed VI souhaite étendre à tous les domaines en vue d'un partenariat solide et durable avec les pays africains. Ce don d'équipements de protection individuelle et de fournitures médicales entre dans le cadre d'une longue amitié existant entre le roi Mohamed VI et son Excellence Edgar Lungu. Pour le président zambien, ce don traduit la qualité de la relation qui existe entre le Royaume du Maroc et la Zambie. Contrairement à de nombreux pays, la Zambie n'a pas instauré de confinement dans sa stratégie de lutte contre le coronavirus. Le pays a misé sur la limitation des interactions sociales et le lavage régulier des mains. Une approche qui fait ses preuves avec 1416 cas confirmés de coronavirus. Le pays affiche également 1144 guérisons. Le don marocain composé d'équipements de protection individuelle et de médicaments va consolider cette posture face à la pandémie du coronavirus. Dans le reste de l'actualité, sur le plan économique, l'Afrique se montrerait résiliente face à la crise sanitaire mondiale. Une déclaration de l'agence Bloomberg qui vient à contre-courant de nombreuses prévisions cataclysmiques qui ont de multiples fois été avancées de par le monde à propos de l'économie africaine. Des prévisions optimistes publiées par Bloomberg qui s'est appuyé sur des indicateurs macroéconomiques et boursiers satisfaisants à Ménédji. Selon un webinaire donné par un des cofondateurs de l'agence d'information financière Bloomberg, contrairement aux différentes données qui circulent quant au bilan économique selon lesquels les pays africains plongent sous les conséquences néfastes de la crise sanitaire à coronavirus, certains analystes demandent le caractère catastrophique de la machine économique. Pour eux, les risques sont certes perceptibles, mais l'Afrique affiche une meilleure résilience face à la situation. Les prévisions des institutions telles que le Fonds monétaire international à l'égard du comportement des économies africaines tient compte du degré de dépendance, ou si vous voulez, du degré d'extraversion des économies africaines vis-à-vis du marché mondial. Étant donné la baisse d'activité dans les pays plus ou moins industrialisés, c'est à cet égard simplement qu'on peut envisager le scénario catastrophe que les institutions préconisent ou prévoient. Politique monétaire et budgétaire, stratégie de relance économique, autant de mécanismes mis en place pour amortir les chocs dus aux effets de la crise et qui pourraient faire croire à une absence de réponse adéquate. Mais une présence déterminante de bons indicateurs macroéconomiques dément les prévisions envisagées par de nombreuses institutions. Les pays africains ont démontré un niveau de résilience assez élevé vis-à-vis de la Covid-19, mais c'est plutôt simplement le lien qui existe entre l'activité intérieure dans les pays africains et la demande mondiale des produits en provenance de ces pays. Je vois la demande qui vient de la plupart de ces pays qui sont malheureusement les plus frappés. La France, l'Italie, les États-Unis d'Amérique. C'est cette baisse de la consommation qui fait que les institutions envisagent un scénario catastrophe pour les pays africains qui ne peuvent pas avancer, progresser dans leur activité tant que à ce niveau mondial, la demande de leurs produits n'existe pas. Les contre-performances existantes au niveau des économies mondiales sont loin de traduire une détérioration accrue du marché africain des affaires pendant la crise de la Covid-19. Selon la Standard & Poor's Global Ratings, 7 indices boursiers traquant des titres d'obligations de pays africains, Ouganda, Nigeria, Zambie, île Maurice, Kenya, Namibie et Botswana, figurent dans le top 30 des plus performants entre janvier et mars 2020. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.